Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un ouvrage assez étonnant, Les apparitions matérialisées. Ça date du début du XXe siècle et ça s'attaque de front à des sujets, disons, controversés, hein. Apparitions, télépathie. Oui, tout à fait. C'est un texte qui compile des témoignages, des expériences de l'époque, et qui pose la question, est-ce que ces phénomènes, souvent relégués au folklore, pourraient être étudiés scientifiquement? C'est ça. C'est une plongée intéressante dans une période où certains scientifiques osaient un peu franchir les lignes. Notre mission ici, c'est donc d'extraire l'essentiel. Comment on a tenté, à cette époque, d'objectiver l'étrange, de sonder les frontières de la conscience? Alors, c'est parti pour l'analyse. Le livre démarre fort, en posant la question, la science, est-ce qu'elle peut vraiment enquêter sur la survie, les apparitions, des phénomènes rapportés depuis l'Antiquité? Il cite même des penseurs comme Stuart Mill ou Herbert Spencer, qui étaient plutôt sceptiques au départ. Oui, mais le point le plus frappant, c'est surtout la mise en avant de scientifiques reconnus qui, eux, ont osé s'aventurer sur ce terrain. On pense à William Crookes, par exemple, un physicien célèbre, quand même, découvreur du thallium. Ah oui, Crookes. Et il finit par affirmer, après avoir étudié et même photographié un prétendu fantôme matérialisé, une affirmation assez incroyable pour l'époque. Qu'est-ce qu'il dit exactement? La phrase célèbre: «Je ne dis pas que cela est possible, je dis que cela est». Et ça, malgré le risque évident de passer pour un fou, quoi. C'est fascinant, cette audace. Et il n'était pas seul, si je me souviens bien. Richet, Lodge. Exactement. Charles Richet, futur prix Nobel de médecine, Oliver Lodge, un autre physicien de renom, eux aussi, après investigation, ont fini par admettre la réalité de certains de ces phénomènes. Ça défiait complètement la compréhension de leur temps. D'accord. Alors le texte, il explore différents types de phénomènes ensuite. Oui, il commence par la télépathie, cette fameuse transmission de pensée à distance. Mhm. Il distingue bien deux choses: la télépathie dite spontanée, C'est-à-dire? qui arrive sans qu'on s'y attende, voilà, souvent liée à un événement grave, un décès, un accident lointain. Le cas du général H est cité. Il aurait eu une vision très nette de sa sœur au moment précis où elle mourait, à des kilomètres. Troublant. Et l'autre forme? C'est la télépathie expérimentale. Là, on essaye délibérément de transmettre une pensée, une image, une sensation. Des expériences en laboratoire, en quelque sorte? Oui, ou du moins dans des conditions contrôlées. La société de recherche psychique, très active à l'époque, a rapporté pas mal d'expériences. Celle menée avec une certaine Madame B au Havre, par exemple. Et quel était l'argument pour dire que ce n'était pas juste le hasard ou l'imagination? L'argument principal, c'était la statistique. Les chercheurs de l'époque trouvaient que la coïncidence entre la perception visuelle, auditive et l'événement réel distant était trop fréquente, trop précise, pour être due au seul hasard. D'accord. Mais alors, on arrive au phénomène peut-être le plus spectaculaire mentionné cité, le dédoublement ou ce qu'ils appellent le fantôme des vivants. Ah oui, là, on touche à quelque chose d'encore plus étrange. C'est quoi l'idée exactement? C'est l'idée qu'une sorte de double, une réplique fluidique de la personne vivante, pourrait se manifester à distance. Une projection, en quelque sorte. Oui, et parfois même à l'insu de la personne elle-même. Le cas le plus célèbre cité dans ce genre d'ouvrage, c'est celui d'Émilie Saget. Attendez, c'est l'histoire de l'enseignante, C'est ça. qui aurait été vue par toute sa classe, 42 élèves je crois, en même temps dans la salle de cours et dans le jardin juste à côté. Exactement. Cette histoire. Assez incroyable, non? Oui, mais alors comment on peut prouver ça? Comment on écarte l'idée d'une hallucination collective, par exemple? Ah, c'était évidemment l'objection majeure. Et c'est là que les sources insistent sur ce qu'elles considèrent comme des preuves d'objectivité. D'accord, et quelles sont ces preuves? Alors, premièrement, les témoignages multiples et concordants. Plusieurs personnes différentes au même endroit qui décrivent la même chose au même moment. Ok, la force du nombre. Mais ça reste subjectif quand même. Tout à fait. Donc, ils cherchaient plus loin. Deuxième type de preuve, des actions physiques attribuées au double. Des actions physiques? Comment ça? Par exemple, le cas rapporté par un certain SHB, où une porte fermée à clé se serait ouverte au passage du double. Ou encore plus fort, des empreintes matérielles. Des empreintes. Oui, des marques laissées dans de l'argile ou de la paraffine, c'est souvent associé aux expériences menées avec la médium Eusapia Palladino. Son double aurait laissé des traces. D'accord. Et la photographie? Elle entre en jeu aussi? Ah oui, la photo, c'est un élément clé dans ces récits.
On parle de clichés un peu accidentels, où apparaîtrait une forme, un double, invisible à l'œil nu, mais aussi des expériences délibérées, comme celle de M. Boursenel, qui aurait photographié le double de M. Sigurd Treyer juste à côté de lui. Hmm, Et ça va même jusqu'à mentionner des moulages en paraffine. des moulages. Oui, de membres fluidiques. L'exemple donné est celui du pied droit du médium Eglinton, moulé alors que son vrai pied était visible et contrôlé par les expérimentateurs. C'est déroutant. Et comment ces scientifiques de l'époque essayaient-ils de relier tout ça à des théories? Ils parlaient de magnétisme, de fluide odique? Raccrocher ces phénomènes à des concepts, même marginaux, qui existaient à l'époque. On évoque les travaux de Regenbach sur la force odique, C'était quoi ça déjà, tous? une sorte d'énergie vitale, de rayonnement que certains sensitifs prétendaient voir autour des êtres vivants, des aimants, et puis surtout les travaux du colonel de Rochas sur ce qu'il appelait l'extériorisation de la sensibilité. L'extériorisation de la sensibilité. Oui, l'idée que sous hypnose profonde, la sensibilité d'une personne, le toucher, la douleur, pouvait être comme projetée hors du corps physique, dans un double extérieur. Ce double était parfois même décrit comme une colonne lumineuse, un fantôme vaporeux. C'était une tentative de donner une base quasi physique, quasi matérielle à ces phénomènes de double. D'accord. Donc, pour résumer un peu ce parcours dans ces textes anciens, on a une accumulation assez stupéfiante quand on y pense. D'observations, de témoignages, d'expériences. Tout ça suggère que des phénomènes vraiment étranges qui défient notre compréhension habituelle de la physique, de la biologie, ont été pris très au sérieux par des scientifiques reconnus. C'est ça. Le fil conducteur qui semble traverser tous ces récits, c'est cette notion un peu folle d'un double. Une sorte d'extension subtile de nous-mêmes, liée au corps, mais capable d'agir à distance, de percevoir, voire même parfois de se matérialiser ou de laisser une trace physique, une empreinte photo. Ce qui nous amène à la petite réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Si on accepte juste pour un instant de mettre de côté la question de la fraude, de l'erreur d'interprétation qui sont bien réelles dans ce domaine, mais si on envisageait la possibilité, même infime, que certains de ces phénomènes de dédoublement, objectifs comme il disait, aient une part de réalité, quelle question vertigineuse ça ouvrirait sur la nature même de notre conscience? Est-elle si liée à notre corps physique qu'on le croit? Ou pourrait-elle avoir une forme d'indépendance? Hmm. Voilà. Euh, de quoi laisser songeur.